Bienvenue à cette émission. L'Église intervient, chers téléspectateurs, chers auditeurs. Voilà les rendez-vous où vous nous avez demandé de pouvoir inviter notre invité que vous allez tout à l'heure découvrir, le pasteur Eric Senga de l'ECC. Vous avez souhaité qu'il puisse aussi passer dans cette émission. L'Église intervient. Il est là avec lui. Nous allons un peu donc spéculer sur l'actualité de l'heure que vous connaissez déjà, comment l'Église catholique et l'ECC, l'Église de Christ au Congo, s'engage pour le bien-être des peuples congolais. Pasteur, bonjour. Bonjour ma soeur. Alors, je vous ai présenté d'une façon un peu superficielle comme ça. Je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter pour ce qui concerne votre présentation. Disons que le pasteur Eric Senga est secrétaire général en charge des questions sociopolitiques, environnementales de l'Église. En fait, chez nous, c'est un département qui s'occupe des questions sociopolitiques et tout ce qui est environnement, tout ce qui est conservation de la nature, donc ce que vous appelez ici CERN. Oui. Donc, je dirige ces deux secteurs importants dans la commission Justice, Paix et Sauvegarde de la Création, ce qui est en fait un département qui regorge 7 programmes. Les programmes de paix, réconciliation ou résolution des conflits, droits humains, démocratie, mission d'observation électorale, dynamique femmes, cercle d'intelligence. Nous avons aussi sauvegarde de la création où il y a sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, forêt, climat. Donc voilà un peu, alors à la tête de chaque programme, il y a des directeurs. Voilà, il y a des directeurs qui dirigent voilà, ces directions. Vous chapeautez quand même. Exactement. Donc, peut-être pour la petite histoire, parce que différemment de la SENCO, l'Église du Christ au Congo a une architecture qui repose sur une constitution. Et cette constitution place 3 organes importants. Il y a le président national qui est un organe. Il y a le comité exécutif national qui est un comité qui est l'organe délibérant, qui réunit le président national, les 2 adjoints, le président provincial de l'ECC, les représentants des représentants légaux des communautés membres. Nous avons les fédérations et puis les structures auxiliaires de l'Église. Donc c'est vraiment un organe délibérant important. Et puis nous avons le synode national qui est l'organe suprême. Là on a près de 300-400 personnes qui siègent avec des laïcs qui sont avec nous. Voilà. Alors c'est au niveau de la présidence parce que nous avons un régime présidentiel qui a des départements. Les départements sont comme le ministère. Donc il y a le secrétariat général. Et dans le secrétariat général, nous avons 4 départements. Donc justice, paix, sauvegarde de la création en premier. Nous avons évangélisation, vie de l'Église. Nous avons diaconie, qui est un peu les correspondants de ce que vous appelez Caritas. Caritas, voilà, nous, comme ici à Kinshasa. Voilà, nous avons CEPRODIA. Voilà, oui. CEPRODIA, c'est le service protestant de la diaconie. Et puis nous avons tout ce qui touche à l'éducation, donc nos écoles, nos universités. Voilà un peu la structuration de l'Église. Et puis je suis communicateur, donc comme porte-parole de l'Église de Christ au Congo. Voilà un peu la présentation. Merci beaucoup, pasteur. On apprend toujours, pour ceux qui ne connaissent pas, désormais ils savent ce que vous faites au niveau de l'Église du Christ au Congo. Alors, pasteur, les 6 confessions religieuses ont pris acte de votre renoncement, si on peut le dire en ce sens. L'ECC et la SENCO, vous êtes retirés des plateformes des confessions religieuses. Est-ce que nous pouvons dire, on vous a traîné dans les bateaux, fini la démonstration des forces, un coup d'État? Quelle est votre lecture? Ou bien c'est un non-événement pour vous, pasteur Eric Senga? Bon, il faut peut-être commencer par fixer la base de tout. La plateforme de confession religieuse n'est pas une asbelle, je ne cesse de le répéter, moins encore une institution quelconque. C'est juste une structure de collaboration, de mutualisation des efforts. Là n'est pas l'idée de vouloir minimiser ou désubstantialiser la chose. Vous savez que c'est grâce à l'Église catholique, par les billets de l'archevêque Monsengo à l'époque, oui, à son temps, en marge de la conférence nationale souveraine, donc en 91, qu'il avait bien pris l'initiative d'approcher son frère, à l'époque l'évêque Bokele-Alé, de l'ECZ à l'époque, donc ECZ qui était CZ. Ah, c'était Zahir. Exactement, pour voir comment mettre en place une structure qui permettrait
aux confessions religieuses de conjuguer les efforts et surtout de parler d'une même voix sur des questions de société. Et puis, ils ont aussi contacté leurs collègues, les musulmans, et puis l'église Kimbanguiste. Donc vous avez fait part aux autres, vous les avez associés en quelque sorte. Exactement, parce que l'initiative est venue de quelqu'un. Cela ne veut pas dire que les confessions religieuses ont commencé à exister à partir de là, non. Du moins pour les deux grandes confessions religieuses, vous savez qu'elles ont traversé l'histoire du pays. Donc c'est depuis la période déjà précoloniale, ces églises existaient déjà. Et ça fait que, même à l'époque de Mobutu, il vous souviendra que les personnalités juridiques n'étaient pas confiées à toutes les organisations religieuses. À l'époque, on y avait l'église catholique, l'église protestante, après la communauté islamique et kimbanguiste. Orthodoxe aussi. Où ils sont venus après. Donc c'est un peu la petite histoire. Donc c'est pour dire qu'à la base, la structure des confessions religieuses n'a pas une fonctionnalité permanente. Donc on s'est réunissait. Suivant le besoin, on pouvait se réunir quand il y a telle question à prendre position, et puis on pouvait se réunir pour surtout des questions des sociétés, en l'occurrence les processus électoraux. Mais pour la petite histoire, rappelez-vous que l'Église catholique s'était déjà retirée après la désignation de Corneille Nangaa, dans les conditions que vous connaissez, qui sont presque semblables à celles-ci. L'histoire se répète. L'histoire se répète, donc l'Église catholique s'était déjà retirée, et quand l'actuel président de l'ECC est arrivé, c'était en fait sa quête de dire pourquoi nous pouvons évoluer de manière séparée. Parce que c'est lui en fait qui avait la présidence de ce qu'on appelait comme plateforme. Comme vice-président. Alors c'est comme ça que l'ECC avait suspendu en son temps sa participation à la CIME. L'idée était de rapprocher les uns les autres autour de la table et de ramener, de restituer les mandats, si vous voulez dire, à l'Église catholique qui, naturellement, a assumé la présidence. Bon, voilà, il faut aussi remercier les leaderships de son Excellence l'archevêque Outembi, d'un côté, et de son frère Excellence Bokundoa, qui, ensemble, ont vu la nécessité de se mettre ensemble, tout en rappelant que par le passé, même l'ECC et la SENCO n'émettaient pas à la même longueur d'onde. Il y avait toujours, il y avait des divergences d'approche, d'opinion, d'action. Mais alors, le leadership de ces deux hommes d'église a fait qu'ils puissent se rapprocher. Mais aussi, il y a une autre contribution, c'était la grande délégation du COE, de la CETA et du Vatican, qui était venu en 2018. Ils étaient en tournée, en effet. Voilà. Ils ont rencontré les confessions religieuses. Exactement. Pour leur montrer, rappeler la nécessité qu'il y avait de se mettre ensemble. Voilà. Et c'est ce qui a posé les jalons pour le travail des confessions religieuses. Et à l'occasion, nous avons milité pour mettre en place la charte que tout le monde aujourd'hui cite. Parce que c'est pour dire que depuis les années, il n'existait pas un cadre juridique. Donc c'est ici en 2020 qu'on a essayé de mettre ces cadres juridiques en vue d'éviter les erreurs du passé. Donc voilà un peu la petite histoire. S'il faut revenir à votre question des fonds, donc c'est pour dire que nous n'avons pas quitté. Parce que le terme quitter... Donc c'est retiré ne veut pas dire quitter. Vous êtes je pense que le terme utilisé d'abord pour l'église protestante, l'église du Christ au Congo, le 27 octobre, lors du comité exécutif national, je l'ai dit ici, c'est un organe important. Donc ce n'est pas la décision du président Bokundoa, c'est la décision institutionnelle voilà, de cet organe délibérant, où il y a des évêques de tout le pays, donc toute la composition de l'ECC. Et c'est là, à l'issue de ces travaux, qu'on a pris la résolution de rompre la collaboration. Vous voyez, le terme est bien choisi. Rompre la collaboration. C'est totalement différent. Pourquoi rompre? Parce que je l'ai dit en sommaire, la plateforme est une structure de collaboration. Et du moment où l'ECC a estimé que nous ne partageons plus la même vision des choses avec les autres confessions sœurs, notamment sur la question de l'article 8 qui proscrit les valeurs à défendre en tant qu'Église, en tant que religion. Quelles sont ces valeurs que vous reprochez aux autres? D'abord, les valeurs qui sont postulées dans la charte même, à l'article 8, c'est la crainte de Dieu, l'honnêteté, la vérité, la sincérité, le partage, l'amour du pays, la démocratie, si vous voulez, le dialogue. Le tout donne les contenus à ce que nous appelons les consensus. Parce que le consensus n'est pas une valeur parmi d'autres valeurs. Le consensus est le réceptacle de toutes les valeurs.
Donc, quand nous présentons les consensus, c'est parce que déjà dans le préambule de la charte, il est signalé que les confessions religieuses se sont mises ensemble en vue de réfléchir sur des questions de société de manière à donner une voix commune. Donc, parler d'une seule et même voix. Donc, ce n'est pas une possibilité. C'est même l'idéalité de l'existence de cette plateforme. Nous devons parler de la même voix parce que nous voulons nous présenter comme un corps, un leadership moral du pays, comme des censeurs ou des veilleurs et des éveilleurs de la société. Donc on ne peut pas aller par le principe des dispersions ou des démocraties au sens de majorité et minorité. Non, ce n'est pas ça l'idéal. La plateforme s'est voulu un corps de religieux qui jouerait le rôle de l'ordre moral dans une société déjà en crise des valeurs morales. Alors, pasteur, justement, vous avez quitté, la CENCO a suspendu. Vous ne voyez pas que vous avez frustré un peu la population qui avait plus confiance en vous? Parce que du fait que vous êtes retiré, vous avez suspendu, et les autres continuent, Kadima continue, c'est-à-dire vous acceptez aussi qu'on continue de cette façon? Je pense que nous avons plutôt eu beaucoup de remarques parce qu'en fait, nous avons été trahis par notre propre bonne foi. La bonne foi était de considérer toutes les confessions au même titre, au même niveau. C'est pas pour minimiser qui que ce soit, mais vous savez, avec moi, ma sœur, que lorsqu'on parle de l'Église catholique et protestante, elle représente, s'il faut le dire sincèrement, le 80% de la population. Mais l'Église de Réveil disent que c'est pas vrai, ils ont beaucoup de popularité que vous autres. Mais d'abord, l'Église de Réveil, les gens ne savent pas. C'est différencier que dans ce qu'ils appellent eux-mêmes Église du Réveil, c'est comme ça qu'ils appellent ça, il y a plusieurs structures dedans. Les gens, l'opinion pense que toutes les églises qui sont en dehors de l'église catholique et protestante sont forcément des églises de réveil. Non, il y a des églises dites indépendantes. Je peux vous en citer, par exemple, Logos Roma. C'est une grande communauté, mais qui se dit être les églises non dénominationnelles. Il y a par exemple le pasteur Kiziamina, qui est aussi dans ces corps des églises réveil, mais qui n'est pas dans la structure pilotée par notre frère, les pasteurs Dodo. Voilà. Donc il y a des églises indépendantes, qui sont des ministères indépendants. Je peux citer par exemple ceux qui sont alimentés, comment ils appellent ça, Bonne Sémence, beaucoup d'églises, ce sont des ministères indépendants. Donc là, il faut déjà changer la perception au niveau de l'opinion. Ça, c'est un des deux. Ce n'est pas à nous de faire cette démonstration. Nous parlons des églises qui ont traversé les siècles dans ce pays, mais qui existent depuis des siècles dans l'humanité. L'église catholique romaine a traversé les siècles de l'histoire. L'église protestante, c'est plus de 5 siècles. Donc, on ne va pas rentrer dans ces débats parce que c'est des églises universelles. C'est même des instituts. C'est comme ça que moi, personnellement, je n'aime plus trop cette terminologie confession religieuse. Pourquoi? On doit parler des institutions ecclésiastiques. Les institutions ecclésiastiques. Ouais. Là, il faut aussi changer la charte. Oui, bon, est-ce que cette charte sera encore d'actualité? Je ne sais pas. Mais en tout cas... Le fait que vous êtes parti, donc c'est fini, ça tombe. Ça tombe, caduque, ça tombe, ça n'a plus de sens. Peut-être ce qu'ils font, c'est leur organisation privée. Et comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas empêcher les groupes des religieux importants du pays. Donc c'est un événement. Un non-événement parce que ça n'a aucune incidence, ni sur le plan juridique, ni sur le plan sociologique, ni sur le plan politique. Et je vais en donner, j'en viendrai à plusieurs exemples. Sur le plan juridique, je viens déjà de dire qu'il n'existait pas de personnalité juridique propre à la plateforme. Oui. Même quand nous étions ensemble, on utilisait la personnalité juridique de l'Église catholique et protestante. C'est comme ça que dans le débat des fonds, nous avions rappelé qu'on ne pouvait pas parler du PV des 6 confessions religieuses. Aussi longtemps qu'ils ne sont pas reconnus. Ils n'ont pas une personnalité juridique parce qu'en droit, le rôle de la personnalité juridique, c'est quoi? C'est ce qui vous fait exister. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de personnalité juridique, en fait, en droit, vous n'existez pas. Et malgré tout ça, mais ça a été quand même considéré, parce que nous avons vu quand Kadima a entériné par les présidents de la République. C'est cela. Donc c'est une faute grave. C'est vraiment une violation grave, s'il faut le dire ainsi. Je voudrais, si vous le permettez, attirer l'attention de ceux qui nous suivent. Oui, allez-y. Vous savez que lorsque nous optons, du point de vue constitutionnel, l'organisation de notre société sous le mode de ce qu'on appelle État des droits, ce qui est d'ailleurs l'article 1er, le fondement même de la Constitution, parce que l'État des droits a ses exigences. D'un côté, c'est l'organisation
des pouvoirs politiques sur base du principe de séparation. De l'autre, c'est la garantie des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Donc, dans toutes les théories autour de l'état des droits, ce sont les deux indicateurs importants. Il faut voir de quelle manière les pouvoirs politiques est agencé. Dans le principe de séparation, on a l'exécutif, les judiciaires, les législatifs, et de l'autre, on a le respect de ce qu'on appelle les souverains primaires, donc la population ou le peuple. Alors, lorsque nous rentrons dans ces débats de fond, et les cas échéants, le grand problème, c'est que c'est le respect de la cohérence et l'institutionnalisation des procédures qui détermine la légitimité des décisions étatiques. On ne peut prétendre à la légitimité des décisions que partant de la légitimité des discussions ou des procédures ayant conduit à ces discussions. Donc, si nous partons de cet élément, qui est un postulat important dans la théorie de l'état des droits, chacun peut maintenant évaluer. Au fond, je voudrais vous rappeler, ma sœur, qu'aucune structure, mais je vais dire aucune composante n'a déposé un valable. Commençant par la majorité elle-même. Je crois que vous avez suivi les débats. La majorité présidentielle. L'union sacrée. L'union sacrée. L'union sacrée. Vous avez suivi les problèmes à l'interne, où les PV n'avaient jamais été signés par toutes les composantes, en fait les leaders, Ensemble, FDC, UDPS, MLC. On a même vu comment les postes qui étaient réservés à l'ensemble a fait l'objet d'un débauchage. Et puis discussion, ils ne se sont pas convenus, débauchage, et donc ils n'ont jamais signé le PV. Au niveau de l'opposition, jusqu'à ces jours, l'opposition... Les trois candidats ne sont pas encore désignés. Le 4 en fait. Les 4, oui, parce qu'il y a 2 pour le bureau, oui, et puis 2 pour la plénière. Oui. Ils ne sont toujours pas désignés. Sauf s'ils ont encore fait les débauchages. Ah, il y a déjà l'aile Moutamba qui cherche. Vous voyez, toute cette prostitution politique, ça dérange énormément. Et au niveau des sociétés civiles confessionnelles, nous n'avons jamais signé un PV. Voilà. Donc là, nous revenons aux dispositions des articles 16, 17 et 18 de cette charte. Donc on peut dire que les articles sont piétinés, il y a un peu de forcing. On va dire que tant sur le plan de l'organisation interne des composantes, que sur le plan des procédures institutionnelles, tout a été biaisé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? D'où vient la légitimité de la CENI? Justement, d'où vient la légitimité de la CENI? Ça, c'est la plus grande question. Exactement. Voilà. C'est-à-dire, la CENI, c'est un peu mutatis mutandis avec la Cour constitutionnelle. C'est la même procédure. Ouais. Je commence par la Cour constitutionnelle. On dit, la Cour constitutionnelle est d'abord instituée par la Constitution. Et cette institutionnalisation de la Cour donne une procédure par les règlements intérieurs. On veut que 9 juges soient reconnus comme juges constitutionnels, dont 3 émanent du Conseil supérieur de la magistrature, 3 du Parlement réunis en congrès, donc Sénat et Assemblée nationale, et 3 du président de la République comme institution. Donc vous voyez qu'il y a 3 institutions. Il y a les judiciaires, il y a les législatifs, il y a l'exécutif. Aussi, oui. Et c'est chaque composante qui désigne par une procédure interne. Lorsque les choses sont fixées à l'interne, on amène devant le Parlement et le Parlement ne fait que prendre acte. Et c'est ce qui a été fait d'ailleurs. Ça, c'est d'abord la Cour constitutionnelle. Et le président vient prendre l'ordonnance. Là, il faut préciser, ce n'est pas l'ordonnance du chef de l'État qui, en fait, sur le plan de la philosophie constitutionnelle, qui donne la légitimité. Mais ça rentre dans les circuits de la procédure de légitimation. Mais qui donne la légitimité? C'est la procédure. Non, c'est-à-dire, voilà. La procédure commence de bout en bout. D'abord, il faut voir les composantes. Est-ce que les choix étaient réguliers? Est-ce que les personnes sont qualifiées? Remplissent-elles les critères fixés par la loi? Et c'est la même procédure avec la CENI. Pour la CENI, ce sont les composantes qui donnent légitimité. C'est comme ça que le Parlement... À leurs membres. C'est pourquoi la loi, en son article 12, la loi sur la CENI, insiste sur la procédure, parce que quand ça arrive au niveau du Parlement, les parlements étant composés de la majorité et de l'opposition, se trouvent aussi partie prenante dans le processus. Maintenant, c'est l'union sacrée, l'ensemble. L'union sacrée, apparemment, il n'y a pas les partialités dans les jugements même. C'est ce qui est inquiétant. Et c'est là où nous, comme Église, nous avons levé la voix pour dire ça devient grave. Parce qu'à proprement parler, l'actuelle équipe de CENI n'a pas de légitimité. S'il faut parler en termes de légitimité, je l'ai dit ici,
le fondement des validités des décisions étatiques, ordonnances, prises entérinement, n'est fonction que de la légitimité de la procédure. Donc si les procédures, dans tout leur ensemble, n'ont pas respecté ce que j'ai appelé ici les règles fixées à la matière, elles sont privées de légitimité et elles affectent également la légitimité de toutes ces décisions prises. Donc, commençons par l'ordonnance du chef de l'État. Qui a été beaucoup justifiée même. Voilà, vous voyez déjà que quand vous avez suivi le chef de l'État, il faut dire qu'à proprement parler, ça donnait l'impression d'un avocat qui vraiment justifiait un s'explique devant la nation. Or, dans la règle d'art, le chef de l'État n'a pas à justifier ses ordonnances. Il a plutôt à trouver les fondements de la validité. Ce qui est important, ce n'est pas la justification factuelle du président sur l'ordonnance, mais c'est plutôt la légitimité de son ordonnance sur la base de la validité de ces actes-là. Alors, voilà, pasteur, vous voyez, on est déjà là. Vous dites que la CENI n'est pas légitimée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver les processus électoraux qui est déjà en marche? Il faut revenir encore à la désignation où on peut faire fi à ce qui s'est passé et on tourne la page, on regarde de l'avant. Qu'est-ce que vous proposez? Et il faut d'abord considérer que nous sommes justement en face d'une situation paradoxale entre l'Église et la politique et les droits. Donc il y a une bataille. Est-ce que c'est la politique qui va domestiquer les droits ou c'est les droits? Vous observez encore? Non, non, non. D'abord, ça, c'est ça la réalité. Ce que nous devons faire, ce que nous avons d'ailleurs proposé, vous savez que nous revenons d'une grande mission qui continue d'ailleurs de plaidoyer. La proposition de l'Église, c'est de considérer justement d'abord ces paradigmes en présence. Nous savons que du point de vue juridique, il y a des difficultés telles que je l'ai présentées. Oui. Mais du point de vue politique, il y a une nécessité. La nécessité, c'est que nous devons aller aux élections en 2023 comme voulu. Mais est-ce qu'il faut faire des accommodations au motif d'avoir des élections? On en a fait dans les temps, peut-être. Voilà, ça nous disons non. Nous pouvons plutôt trouver une commune mesure. Comme l'a dit son éminence le cardinal, dans plusieurs interventions, comme a dit le président Outembi, le président Bokundoa, toutes ces autorités de nos institutions l'ont répété, qu'il y a importance de revenir sur les consensus. Vous le savez bien qu'en matière de résolution des conflits, surtout des conflits structurels ou les conflits normatifs, il est important de trouver ce qu'on appelle le cadre de la coutume constitutionnelle. C'est ce qu'on appelle dialogue politique ou arrangement politique. Le dialogue politique n'est pas dans le sens d'inviter les gens pour se partager les pouvoirs. Voilà, ce n'est pas forcément ça. Mais il y a des moments où certains événements échappent au contrôle des normes juridiques. Il y a certaines situations politiques qui s'affrontent aux exigences juridiques. En ces moments-là, les droits ne doivent plus se borner seulement à l'organisation et au fonctionnement d'une société, mais les droits doivent réfléchir sur les conditions des possibilités. Mais c'est ce qu'Mbata a fait justement dans la désignation des membres même du bureau de la CENI, parce qu'il a joué deux rôles. À condition, cette approche n'est plausible ou possible que lorsque vous la légitimez par l'accord de principe des parties prenantes. Okay. Voyez-vous? C'est-à-dire, ça ne doit pas se faire comme une forme d'hégémonie, une dictature institutionnalisée, ou la dictature des prétendues majorités minoritaires sur la minorité majoritaire. Pourquoi j'ai dit ça? Les dirigeants institutionnels, certes, on les reconnaît comme étant majoritaires dans les institutions, mais c'est une majorité minoritaire. Parce que c'est quelques individus qui parlent au nom de près de 80 millions de personnes. Donc la véritable majorité, c'est cette minorité majoritaire dans la population. Donc pour aller, je reviens, c'est un exemple important que vous avez donné, c'est que les amis ont fait au motif de vouloir résoudre un problème. Ils l'ont aggravé. Voilà, ils ont aggravé parce qu'une telle approche, c'est ce qu'on appelle la coutume constitutionnelle ou la pratique constitutionnelle. Quand vous êtes dans une telle situation, vous ne pouvez pas prendre seul la voie de la raison. Il faut associer les parties prenantes, il faut chercher un arrangement. C'est ça même les consensus. En discuter ensemble. Voilà. Et vous avez un accord de principe de tout le monde, un arrangement, et vous les légitimez et vous l'encadrez par des mécanismes juridiques. Ça peut être un accord et ça passe par une décision du Parlement et ça peut devenir une loi complémentaire à la loi
existantes. Donc les CC et la CENCO sont disponibles de pouvoir toujours accompagner s'ils sont intéressés en matière? Non, personne ne nous intéresse. La loi nous invite. Vous voyez, tout ça c'est important. Je suis content quand vous posez ces questions très, très, très subtiles. Parce que dans le langage ordinaire, on dit, on va intéresser les CC. Mais dans le langage juridique, en fait, on ne peut pas nous intéresser. Vous êtes d'emblée convié. C'est la loi. C'est la loi qui nous convie. donne à chacun les rôles à jouer. Donc, de par la loi, nous sommes partie prenante. Nous ne sommes pas spectateurs, nous ne sommes pas accompagnateurs, nous sommes partie prenante, en amont comme en aval. En amont dans la désignation des animateurs de l'institution et de tout le travail sur les réformes, mais en aval avec l'observation électorale. Donc, nous sommes toujours dans les processus, pour dire bref, mais la lutte aujourd'hui, les combats, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons résoudre le problème de l'illégitimité de la CENI. Et donc, ce sont les discussions qui sont en cours. Nous espérons aboutir à quelque chose. Ah, donc, pasteur, si je comprends bien, tout ce que vous venez d'expliquer, les élections en soi, ce n'est pas une finalité, mais sont des moyens pour arriver à vivre en paix. Exactement, si exactement. Dans toutes les démocraties du monde, les élections sont des mécanismes d'alternance. Ce sont le mécanisme d'expression de la souveraineté primaire, mais c'est aussi l'expression du renouvellement des contrats sociaux. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on doit comprendre que les élections ne sont pas une fin en soi, mais c'est un moyen qui permet à un peuple de faire le choix de son avenir, de faire le choix de ses dirigeants, de faire le choix des projets qu'il estime nécessaires dans le temps et dans l'espace. Pasteur, justement, on me signale là que le temps passe, on a dit beaucoup de choses, mais cette question, je ne peux pas quand même vous laisser. On vous a accusé de faire les plaidoyers en Europe contre la République. Alors, d'une façon un peu ramassée, en synthèse, dites-nous, quelle était votre mission en Europe avec la CENCO? Le plaidoyer, ça rentre dans notre mission traditionnelle, ça il faut déjà corriger au niveau de l'opinion publique. Mais en substance, nous avons discuté sur les questions de justice, les questions de démocratie et les questions d'exploitation illicite des minerais. Et vous savez que sur le plan de la justice, nous soutenons le modèle de la justice transitionnelle. C'est d'ailleurs le travail sur lequel nous sommes très très engagés. Sur la question de la démocratie, nous étions dans les processus électoraux et sur les questions d'exploitation illicite des minerais. Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui à l'est du pays, qui est aussi à la base de la déstabilisation de notre pays. Donc voilà l'agenda qui nous a conduits dans cette mission de plaidoyer. Désormais, depuis 2018, vous marchez ensemble côte à côte avec la CENCO. Quels sont les projets d'avenir ensemble? Ensemble, c'est d'abord constituer ces vecteurs importants du pays, qui soit l'institution en laquelle et les peuples et la communauté internationale peuvent encore faire confiance. Alors, un mot aussi sur l'état des sièges et la présence de l'armée ougandais dans notre pays, parce que vous êtes quand même congolais. Le plus important, il faut éviter des solutions à des demi-solutions. Tout ce que nous conseillons au gouvernement, il faut élaborer un plan global et stratégique pour trouver la solution à l'est du pays. Entrer, sortir, nous avons déjà beaucoup d'antécédents dans ces domaines-là. Quand il n'y a pas un encadrement juridique, quand les décisions ne passent pas par des institutions, notamment le Parlement, ça devient dangereux. On ne sait pas combien de militaires sont entrés, on ne sait pas quel est l'arsenal qu'ils ont amené, on ne sait pas comment ils se comportent sur terrain, on ne sait pas jusqu'à quand ils vont être là. Tout ça devrait être encadré par des mécanismes juridiques. Voilà, merci beaucoup, pasteur. On va se séparer bientôt, mais je vous laisse une question au choix, auquel vous pouvez répondre tout ce que vous pensez que vous n'avez pas dit. Vous avez juste 2 minutes pour s'exprimer, dire un message à nos peuples qui nous suivent en ce moment. Le plus important pour l'Église, là, je l'ai dit, je relaie la voix de nos deux institutions. Il faut que le peuple congolais comprenne que nous sommes une nation foncièrement croyante. Nous sommes une nation, je dirais mieux, chrétienne. Donc la place de l'Église dans ce pays n'est pas à négliger. Il faut faire confiance à l'Église, au Père spirituel que nous avons aujourd'hui. L'Église restera fidèle à sa mission. Quand je dis l'Église, je prends de manière globale les deux Églises. Ces deux Églises ont fait un engagement institutionnel devant Dieu et devant l'histoire. Donc nous pensons que pour les enjeux de l'heure, même sur toutes les questions des sociétés, nous resterons au service du peuple. Nous serons aussi à l'écoute des propositions, des critiques, des observations, parce que nous n'avons jamais été contre cela, mais ensemble, nous pouvons construire un Congo plus beau qu'avant. Et je profite aussi pour souhaiter joyeux Noël à tous les chrétiens, catholiques et protestants. Et oui. Déjà, nous sommes en train de nous approcher et bonne fin d'année 2021. Nous espérons 2022 comme une année, je dirais, des faveurs du Seigneur pour chacun de nous.
Merci beaucoup, pasteur Eric Senga. Je rappelle que vous êtes membre de l'Église du Christ au Congo, l'ECC en sigle. Vous travaillez en collaboration avec la SENCO sur les questions justement électorales, mais aussi dans l'éducation civique pour le bien-être des peuples congolais. Nous vous remercions d'être passé dans cette émission. Bien sûr qu'on n'a pas touché tous les points, mais on a dit l'essentiel pour faire comprendre nos chers téléspectateurs, auditeurs, ce qu'ils ont souhaité, que vous puissiez aussi passer dans cette émission. On vous voit ici et là, et vous avez accepté d'être venu. En tout cas, nous vous disons un grand merci, et nous espérons que prochainement, nous pourrons encore vous accueillir dans cette émission. L'Église intervient. Vous savez que la porte est ouverte, donc venez quand vous voulez. Nous serons là pour vous accueillir. Voilà, chers téléspectateurs, chers auditeurs, c'est ici que nous mettons point dans cette émission d'aujourd'hui. L'Église intervient. Au plaisir de nous retrouver donc la semaine prochaine avec un autre numéro à la même heure. Merci et au revoir.